Après avoir parcouru la région de Johto pendant des années virtuellement, alors vous le savez vu que c'est le dernier épisode de cette série, mais je me suis adonné à un immense voyage pour traverser cette région dans la réalité en utilisant tous les types de transports qui étaient à ma portée. En conséquence, vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de stops, j'ai donc roulé dans beaucoup de voitures d'inconnus, j'ai même réussi à voyager en camion et j'ai pris quelques rares fois le bus, parfois le train, et sinon majoritairement j'ai utilisé mes pieds, mais surtout mon vélo. C'était un voyage vraiment éprouvant, aussi bien physiquement que mentalement, mais je suis si fière de l'avoir fait de cette manière. C'est un parcours qui me ressemble, et même si j'ai beaucoup douté sur le bien fondé de me lancer dans un délire pareil, au vu de mes stats YouTube et de l'investissement financier que ça demande, finalement je suis vraiment fière des résultats. J'ai appris entre autres à me faire confiance, à me dépasser, mais plus que tout à faire confiance aux autres et à apprendre à abandonner ou à demander de l'aide quand j'en avais réellement besoin. C'est une expérience qui m'a fait indéniablement grandir, alors que l'idée même de ce voyage venait quand même de mon rêve d'enfant têtu qui répétait sans cesse à mon grand-père qu'un jour, oui, j'irai au pays des Pokémon. Alors évidemment, je suis pas devenue la meilleure dresseuse de Pokémon avec tout ce voyage et tout ce périple et tout, mais par contre, ça m'a rappelé la plus grande leçon que j'ai apprise dans la vie, qui est que c'est pas la destination, mais c'est en fait tout le voyage qu'on fait qui nous rend plus fort, qui nous fait grandir, qui nous apprend des trucs, qui nous fait vivre des aventures palpitantes. Et finalement, en fait, la destination, on s'en fout même un petit peu. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans ce voyage Pokémon, c'est-à-dire que plus je voyais des trucs, plus je rencontrais des gens, plus j'oubliais le fait que finalement je faisais tout ça pour Pokémon ou pour ma chaîne YouTube, et au final je faisais ça pour moi, pour grandir, pour apprendre des choses, pour essayer de me sentir mieux aussi avec moi-même, pour essayer de m'accepter, parce que quand on est 24h/24 avec soi-même, il faut apprendre à être sa meilleure amie. Donc voilà, j'ai traité bien mon corps, je me suis bien traitée, j'ai vraiment appris plein de trucs pendant ce voyage, et j'espère que c'est la même chose dans ces vidéos, j'arrive à retranscrire un tout petit peu, à la limite 1% de ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti, et si c'est le cas, je suis grave contente. Et c'est sur ces belles paroles pleines de self-love que je n'aurais jamais pu prononcer sans avoir passé 1 an au Japon que je vous invite à me suivre pour la fin de ce long voyage en lien avec les Pokémon. Alors voilà, bienvenue mes chers Teddy Ursa dans ce 5e et dernier épisode de l'inspiration au voyage consacré à la région de Johto. Alors vous le savez, sur cette chaîne, ce qui prime vraiment pour moi, c'est l'honnêteté, que ce soit au niveau de mon apparence, au niveau de ce que je raconte et au niveau de ce que j'essaye de transmettre. Et donc là, il faut que je sois 100% honnête avec vous, parce que le lieu que je vais vous présenter qui suit, je ne l'ai pas vraiment visité, même je l'ai pas du tout visité en fait. Et les images que je vais utiliser, ce ne sont donc pas les miennes, et vous trouverez donc les sources en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais ne vous inquiétez pas, même si je n'ai pas visité ce lieu, j'ai quand même plein de trucs à vous raconter sur la ville d'Akaju. Cette ville est située après Rosalia, et s'il est facile de la localiser dans le jeu, c'est une autre paire de manches pour ce qui est de son emplacement réel. En effet, pour moi, Akaju est particulière, car pour la modéliser, j'ai l'intuition que les équipes de Game Freak se sont inspirées de 2 lieux bien distincts géographiquement. Et ces 2 lieux auraient donné naissance à la présence de 2 caractéristiques dans la ville d'Akaju. Sa première caractéristique peut être soulignée par sa description, mais aussi par la présence d'une base secrète utilisée par la Team Rocket. En effet, le panneau d'affichage d'Akaju nous donne l'information suivante. Bienvenue au village ninja. Donc on peut légitimement se poser la question, Akaju serait-elle basée sur la présence de ninjas ? Eh bien c'est là que la base secrète devient importante. En effet, dans le jeu, lors de votre premier passage à Akaju, vous ne remarquerez rien d'étrange. Et c'est la rencontre un peu plus tard avec Peter, le champion de la ligue, qui vous révélera que dans ce qui semblait être une petite échoppe de quartier toute mimi, se cachait en fait le repère de la Team Rocket. D'ailleurs, petit aparté, mais ces lieux existent réellement dans la réalité. En fait, ces petites boutiques sont des genres de boutiques souvenirs qui sont appelées du coup des omiyage, c'est comme ça qu'on dit souvenirs en japonais. Et dans ces boutiques, vous pouvez notamment acheter des espèces de boîtes qui contiennent majoritairement soit des gâteaux, soit on va dire des petites sucreries à offrir notamment à sa famille, à ses amis ou à ses professeurs, en tout cas à des gens à qui vous voulez faire des cadeaux quand vous partez en voyage. Parce que oui, j'ai oublié de dire, ce sont toujours des produits locaux et donc des produits un petit peu, on va dire rares ou recherchés au Japon, parce qu'ils aiment bien mettre en avant les différents produits qu'ils ont dans les différentes régions. Genre par exemple, si vous visitez le nord vers Aomori, vous allez très certainement ramener à votre famille des cadeaux avec de la pomme dedans, parce que c'est la spécialité d'Aomori par exemple.
Mais que ce soit dans les remakes ou pas, dans cette boutique, comme je vous ai dit, il y a la présence d'un repère utilisé par la Team Rocket. Et ce par est important, car non, cette base secrète n'a pas été construite par la Team Rocket, mais par un ninja. Qui dit présence de ninja dans le jeu Pokémon, dit présence de ninja dans la réalité. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a un lien avec la réalité? Tu tapes dans le mille. Évidemment, j'avais raison, donc c'est parti, je vous explique tout ça. En effet, quand on compare la position d'Akaju dans le jeu avec ce qu'elle pourrait être dans la réalité, une ville en ressort, la ville de Koka, qui a effectivement un passé en lien avec celui des ninjas. De ce que j'ai pu en voir grâce à certaines vidéos, la gare de Koka est décorée à l'image des ninjas, à base de poupées un peu flippantes, de shuriken et d'autres délires dans ce style. Mais le plus intéressant à faire dans cette ville est sûrement l'expérience qu'il est possible de faire dans un village ninja. Et franchement, mais vous imaginez même pas à quel point je suis dégoûtée de ne pas avoir été faire cette expérience, parce que ça aurait rendu si bien en vidéo. Je suis vraiment trop stupide, ça m'énerve, genre vraiment, j'aurais trop kiffé faire cette expérience et tout. Ça avait l'air génial, ça avait vraiment l'air génial. Là-bas, vous pourrez y louer un costume et participer aux différentes activités pour devenir un véritable ninja. Mais si vous voulez avoir une idée de à quoi vous attendre si jamais vous voulez aller là-bas, eh bien je vous propose une valeur sûre. Allez voir la vidéo d'Ichiban Japan qu'il a tournée là-bas. Je vous mets bien sûr les liens et le timing en barre d'infos. Et franchement, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis rendu compte que ça a l'air certes très drôle, mais ça a pas l'air facile du tout. On a beaucoup appris avec mon sensei. Il y a une relation de confiance entre nous parce que je sais que je peux compter sur lui à tout moment, que si je tombe, il sera là pour me rattraper. Donc avec sa localisation, la description donnée par son panneau d'affichage et la base utilisée par la Team Rocket, cela laisse donc bien penser que les développeurs se sont inspirés de la ville de Koka pour penser la description d'Akaju. Et pourtant, eh bien dans cette ville, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a une autre possibilité d'inspiration. Alors je sais, j'ai pas arrêté de vous parler des ninjas en long, en large et en travers, mais sachez qu'il y a un autre lien avec la réalité et qui est lié à la glace. Ce lien entre la glace et Akaju est très facilement compréhensible car le champion d'arène, qui s'appelle subtilement Fredo, est un spécialiste du type glace et vous affrontera fièrement avec son cochignon ou encore son Notaria et son Lamentine. Voici donc le premier lien avec la glace, mais ce n'est pas tout. Car si vous voulez quitter cette ville et continuer vos aventures, il vous faudra aller vers la droite et pénétrer dans la route de glace. Cette route est en fait une grotte dans laquelle le sol est gelé et pour pouvoir sortir, il est primordial de comprendre comment y glisser en toute sérénité tout en suivant un chemin bien défini pour espérer arriver de l'autre côté. Et alors aussi étonnant que ça puisse paraître, il est possible dans la réalité de visiter une grotte qui ressemble exactement à la grotte dans Pokémon. Alors par contre, la seule chose, c'est qu'elle n'est pas située près de Koka, donc la ville des ninjas, mais elle est située à 400 km près du mont Fuji et elle s'appelle la grotte de... insérer le nom parce que j'ai complètement oublié et j'ai la flemme de regarder mes notes. Elle est localisée au pied du mont Fuji, près d'un des 5 lacs qui bordent cette majestueuse montagne. C'est une grotte dans laquelle vous pourrez observer de la glace en perpétuelle formation. Et au niveau historique, eh bien cette grotte a été utilisée pendant des siècles comme garde-manger naturel et plus tard ce lieu a été transformé parce qu'il s'avère être idéal pour la culture des vers à soie. Et donc ça permettait d'approvisionner le commerce des fabricants de kimonos de la région qui utilisait donc de la soie en provenance de cette grotte. Akaju est donc un savant mélange de deux lieux qui n'ont absolument rien à voir au niveau historique et même au niveau localisation. Et vous pouvez donc légitimement vous demander pourquoi est-ce que deux lieux qui sont à 400 km l'un de l'autre ont pu être ensemble dans une même ville. Et pour ça, moi je pense qu'il y a une explication primordiale, c'est qu'il faut se rappeler que la ligue Pokémon de Johto et de Kanto qui est la même, et se trouve donc... Attendez, il y a un scooter. Je disais donc, la ligue de Kanto et de Johto se trouve au même endroit, elle se trouve au mont Fuji dans la réalité, et c'est du coup la ligue Pokémon du plateau Indigo. Et donc pour moi c'est pour ça que Akaju a été aussi inspiré par la grotte qui est au pied du mont Fuji, parce que ça permettrait aussi de mettre en lien la ligue Pokémon dans tout ça. Mais avant de pouvoir affronter les champions d'arène de la ligue Pokémon, il nous reste encore 2 lieux à visiter. Car avant d'obtenir le badge d'Akaju, battre la Team Rocket ou encore pénétrer dans la route de glace, le jeu nous oblige à nous rendre au lac Colère.
Et dans ce lac, c'est là où vous tomberez nez à nez avec votre premier Pokémon chromatique, un magnifique Léviator rouge. Alors la présence de ce Léviator rouge dans ce lac est expliquée dans le jeu par la Team Rocket, enfin l'action de la Team Rocket, parce que celle-ci a utilisé une fréquence radio assez spéciale qui a fait en fait muter un Magikarp, et donc ce Magikarp a muté en Léviator de couleur rouge. Alors là, pas trop de suspense de ce côté-là, mais il n'y a aucune fréquence radio étrange que vous pourrez capter près du lac présent dans la réalité, et qui est le lac Biwa. Le lac Colère a donc été inspiré par le plus grand lac du Japon. D'ailleurs, on peut noter que dans les versions bêta de Pokémon Or, Argent et Cristal, au niveau du lac Colère, une ville était prévue d'y être installée. Dans les versions finales, il n'en reste rien, mais cela montre que c'était quand même un lieu important pour Game Freak, et qui est aussi important dans la culture japonaise. Et puis finalement dans le jeu, ce lac a quand même un rôle très important, comme je vous ai dit, c'est là où on tombe nez à nez avec notre premier Pokémon chromatique. Et puis, zut alors, genre, vous tombez face à face avec Léviator rouge, genre, il est vraiment trop beau, il est vraiment magnifique. Vraiment, moi, quand je l'avais vu la première fois, je me souviens quand j'étais gosse, mais des étoiles dans les yeux, j'étais là, genre, waouh! Quand j'étais petite, dans ma version or, je me souviens de tous mes Pokémon chromatiques. J'avais en premier attrapé un Ratatak orange, je l'aimais trop, il était trop beau, et après, j'avais mis directement la main sur un Krabos vert, et vraiment, mais c'était des Pokémon que je chérissais, mais un maximum. Et moi, je me demandais, est-ce que vous aussi vous souvenez de vos premiers Pokémon chromatiques, et est-ce que vous les aimiez autant que moi quand j'étais petite? Parce qu'en fait, comme il n'y avait pas internet et tout, je savais pas que ça existait les Pokémon chromatiques, et donc découvrir ce Léviator rouge, c'était genre archi choquant, mais en plus découvrir qu'il y avait d'autres Pokémon qui pouvaient avoir d'autres couleurs et tout, c'était un truc de fou. Et je me souviens même qu'un jour, il y avait un Starry bleu clair qui était apparu, et en fait mon frère était tellement jaloux qu'il a tapé dans ma Game Boy et que les piles sont sorties, et que du coup, j'ai pas pu capturer mon Starry bleu. J'étais dégoûtée, évidemment. Et encore une fois, je digresse, je ne sais plus ce que je racontais. Attendez, je vais regarder mes notes, histoire de... voilà, me souvenir. Donc voilà, je disais tout ça parce que oui, je vous parlais des Pokémon chromatiques et tout. Ah voilà, évidemment, le dernier truc qu'il faut que je fasse, le truc le plus important quand même, c'est de vous parler de la dernière ville qu'il faut visiter. Bah oui, hein, parce qu'on arrive bientôt à la fin là, il faut y aller. Allez, en route mauvaise troupe. Pour aller dans cette partie du Japon, je suis partie de Shizuoka, donc la ville qui a inspiré le Bourgéon, à savoir la première ville de Johto. Et de là, je me suis levée hyper tôt, le soleil était même pas encore debout, et j'ai fait du stop jusqu'à une ville nommée Fuji. Le soleil a daigné pointer le bout de son nez seulement quand j'ai débarqué dans cette ville, et j'ai rapidement eu le temps d'apercevoir le Fujisan avec des belles lumières du soleil levant. Et ensuite j'ai couru mais comme une dingue pour espérer avoir un bus, et c'était le seul bus qu'il y avait dans les 3 heures qui suivaient, donc vraiment je devais avoir ce bus, donc j'ai couru pour ma vie et j'ai réussi à mettre mes fesses dans ce transport en commun qui m'a amené jusqu'au lac Yamaguchi. Je voudrais préciser quelque chose, parce que là vous m'avez entendu dire le lac Yamaguchi, le lac Yamaguchi, le lac Yamaguchi. En vrai, c'est pas du tout ça, je me suis trompée, je sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur dans mon script, mais du coup ce n'est pas ça. En fait, j'ai été visiter le lac Kawaguchiko, voilà. Je suis désolée pour la confusion, j'espère que c'est pas trop grave et que vous m'en voulez pas. Donc c'est le lac Kawaguchiko, je le répète encore une fois, Kawaguchiko. Bon, maintenant que j'ai un petit peu rectifié ce problème de prononciation, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est dans cette région des lacs du Fuji qu'Ebenel est inspiré. Parce que, en effet, dans cette ville, peu importe les versions, eh bien il y a présence d'un lac derrière l'arène Pokémon, et qu'en plus cette ville d'Ebenel est située dans une zone montagneuse au nord-ouest de la ligue Pokémon. Et pour moi il y a plein d'autres arguments qui pourraient aller dans ce sens. Déjà, la championne d'arène d'Ebenel est Sandra, qui est une dompteuse de dragons. Elle est quand même la dernière des championnes d'arène que vous aurez à affronter avant la ligue, et ne sera donc pas évidemment de tout repos, car elle aura ses 3 dracos et son redoutable Hippo-roi. Et de plus, si vous arrivez à remporter le combat, elle ne vous donnera pas tout de suite son badge. Sandra sera tellement blessée dans son orgueil que vous devrez aller dans la grotte qui est accessible par le lac derrière son arène. Cette grotte est appelée l'Antre du Dragon, et là-bas, une dernière épreuve vous y attend,
pour pouvoir récupérer votre badge. Dans Pokémon Or et Argent, il vous faudra simplement mettre la main sur le gros dragon qui se trouve dans l'antre, mais dans les versions Crystal et les remakes Earth Gold et Soul Silver, vous devrez répondre correctement à un questionnaire posé par un vieil homme sage à propos de votre manière d'être un dresseur Pokémon. Cet antre est donc un lieu très important dans le jeu pour votre avancée, mais c'est aussi une énorme référence à la culture japonaise et à leurs traditions. Et là, il y a tellement de trucs à dire, donc je vais essayer de tout bien vous expliquer. Déjà, dans Argent et Or, c'est assez difficile de comprendre les intentions des développeurs. La grotte est composée majoritairement d'une zone surfable, mais il y a un espèce d'îlot avec une maison étrange sans porte. Seul un panneau vous permettra d'en savoir un peu plus sur cette bâtisse, nous précisant que cette maison est en fait un hôtel en l'honneur des Pokémon dragons qui ont vécu dans cette grotte. C'est dans Crystal que ce lieu sera un peu moins mystérieux puisqu'il est possible d'y rentrer, et là vous y découvrirez 3 petits vieux qui s'éclairent à la bougie dans ce qui apparaît comme étant un lieu de culte dédié aux dragons. J'aimerais quand même qu'on prenne une minute pour quand même se rendre compte que là, dans cette espèce d'endroit chelou qui est l'antre du dragon, il y a quand même des mecs, donc 3 mecs, qui sont encerclés par des statues de dragons, dans un endroit hyper chelou, dans une grotte, dans la montagne et tout, et franchement, ça ressemble quand même un petit peu à une secte. Voilà, j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine, je trouve que ça y ressemble. Mais pour réellement comprendre le lien avec la réalité, il faut se concentrer sur les versions remake où les avancées graphiques ont permis de réellement mettre en avant l'architecture du temple du dragon, qui est en fait un énorme clin d'œil ou un hommage, voyez ça comme vous voulez, au temple shintoïste ou bouddhiste des religions majoritaires au Japon. Donc vous avez compris, l'antre du dragon, en tout cas son architecture et sa localisation, ça a un lien avec la spiritualité et l'histoire japonaise. Donc maintenant ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que les dragons ont un rapport quelconque avec la vraie vie? Et c'est là que mes explications se corsent et qu'il ne faut pas me perdre. Dans cet antre du dragon, dans les Pokémon capturables, vous pouvez tomber sur des mini-dracos et des dracos, qui sont aussi des Pokémon que la championne Sandra possède. Pour comprendre le lien entre ces Pokémon de type dragon et les dragons japonais, il faut que je vous explique les particularités de ces derniers. Et là, c'est complexe, mais au Japon, il existe plusieurs sortes de dragons. Pour cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur ceux qui s'appellent les Mizuchi, ou dragons d'eau. Ces créatures sont capables de contrôler la pluie, la mer, les rivières. Elles ont des corps longilignes, 2 paires de pattes, pas d'ailes, et ressemblent donc à des gros serpents de mer. Ce type de dragon a sans aucun doute inspiré la création de mini-dracos ou de dracos, qui sont de type dragon, avec un corps rappelant celui des serpents, sans pattes et ailes, et étant de couleur bleue, ce qui n'est pas sans rappeler l'élément d'eau. Donc ces 2 Pokémon ont beaucoup de caractéristiques en commun avec les dragons japonais. Et ces Mizuchi ont un lien avec la spiritualité japonaise, car dans la majorité des temples au Japon, à l'entrée, vous allez trouver une fontaine dans laquelle vous pouvez aller vous purifier avant de rentrer dans le domaine des esprits. Et la plupart du temps, la fontaine d'où l'eau s'écoule sera en forme de dragon, en forme de Mizuchi. Donc, l'antre du dragon, qui est un temple, possède ses propres Mizuchi, les dracos et les mini-dracos. Mais qu'en plus cet élément d'eau qui est donc important pour les dragons japonais, eh bien c'est aussi à mettre en lien du coup avec les 5 lacs présents autour du mont Fuji. Et évidemment ce mont Fuji dont je vous parle tout le temps, évidemment c'est le lieu sacré du Japon, mais c'est aussi le lieu sacré de Pokémon, un des lieux sacrés, vu que c'est une des ligues Pokémon, donc un des endroits les plus importants pour un dresseur. Et maintenant, eh bien je vous propose d'aller faire un tour au pied de cette montagne, parce que oui, j'ai des choses à vous raconter sur cette douce expérience qu'a été mon allée au mont Fuji. Sauf que j'ai déjà escaladé cette montagne en 2015 avec mon frère pour la première saison de l'inspiration au voyage. Et croyez-moi, mais alors je n'étais pas du tout prête à le refaire. Surtout qu'en plus, il y avait une étape que je n'ai jamais accomplie dans ma vie, voir le Fuji de loin et prendre des bonnes photos. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du premier épisode de cette saison 2, mais j'étais partie pour voir le Fuji et vous avez bien compris que j'ai une grande malchance avec cette montagne. Parce qu'à chaque fois que je suis censée avoir une vue imprenable dessus, je me retrouve toujours avec un temps dégueulasse et je ne vois rien. Et donc voilà, donc là je suis normalement censée voir le Fuji. Voilà, genre ici quelque part dans le fond. Donc là je me suis dit peut-être que ça sera différent. Et ben non, ça n'a pas manqué, ma malchance était toujours présente. Après 2 heures de bus, beaucoup de marches et beaucoup d'intensité, me voilà enfin en face du mont Fuji. Voilà, il est juste derrière moi. Est-ce que vous le voyez ? Non, eh bien c'est normal parce que comme d'habitude je n'ai pas de chance avec le mont Fuji. Donc voilà, je suis toujours encore une fois très chanceuse. Donc ça ne change pas de mon premier épisode de Pokémon de cette saison. Moi qui pensais voir le mont Fuji,
Eh bien je crois que ça ne se fera pas dans cette saison-là, voilà, je ne verrai jamais la Ligue Pokémon, c'est vraiment décevant. Mais bon, je trouve que ça conclut bien ces aventures, comme quoi, même si on a envie, c'est peut-être pas forcément réalisable de temps en temps. Donc là encore, voir que le Fuji était recouvert de nuages alors que j'avais fait du chemin et qu'en plus, ce coup-ci, je n'étais pas seule, puisqu'une de mes amies, une des filles avec qui j'avais vécu à Tokyo m'avait rejoint, c'était vraiment déprimant. On a donc toutes les deux erré au bord de ce lac en se racontant nos vies respectives et en se demandant si peut-être on aurait la chance de voir ce fameux Fuji. What a beautiful Fuji! Et après 2 heures à marcher autour de ce lac et à sentir les premières gouttes de pluie arriver, on s'est dit, bon, on n'a vraiment plus rien à perdre, donc on va essayer un truc qu'on n'a jamais fait, on va aller prier au temple pour espérer que peut-être le temps s'améliore et nous permette d'observer le Fuji. Après ça, on s'est simplement dirigé vers un combini, histoire de pouvoir s'asseoir, manger un peu, se reposer et surtout se réchauffer parce qu'on était en plein mois de janvier, donc clairement c'est pas la période la plus chaude de l'année. Et entre 2 conversations, un truc de fou est arrivé. On a vu le soleil débarquer. Mais on s'est précipité immédiatement dehors et le Fuji était là. Et je sais, franchement je sais que c'est pas les plus belles images que vous pouvez voir de cette montagne, mais en fait je m'en fiche, parce que j'étais tellement pleine d'émotions à ce moment-là, j'étais tellement contente que j'arrivais même pas à croire que j'avais la chance de pouvoir le voir. Et je suis consciente que ça aurait vraiment rendu un truc mais magnifique si jamais j'avais un drone, ou si jamais on était de l'autre côté du lac pour pouvoir faire des plans trop beaux, ou si j'avais la possibilité de faire des plans lisses, stables, mais finalement... tant pis, parce que c'est juste les meilleurs plans que je pouvais faire de cette sublime montagne. C'est-à-dire des rushs pas forcément parfaitement cadrés, mais qui ont une histoire, un charme et qui montrent toute ma conviction que j'ai mise dans tout ce voyage. Et là, c'est un peu bête, mais la seule idée qui me vient quand je finis toutes ces vidéos et donc cette saison 2, c'est de voir à quel point je peux me faire un high five mental. Ouais, j'ai tenu la plus grande promesse que je me suis jamais faite. Je suis allée au pays des Pokémon et j'ai parcouru cette terre pour de vrai. Vous le savez, dans ces vidéos, je vous dis souvent que j'ai dormi en tente et que j'ai fait du vélo, mais vraiment, la chose que j'ai le plus découvert, c'est moi-même. J'ai tellement grandi pendant toute cette expérience, je me suis tellement sortie de ma zone de confort, j'ai été parler à des tas de gens auxquels j'aurais jamais parlé, et c'était tellement enrichissant. Et vous voyez maintenant, je sais pas ce que l'avenir me réservera. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que même si je raccroche mon sac à dos et mon vélo, je continuerai à vouloir vivre des aventures et à vous les transmettre. Et je vous promets, mais vraiment je vous promets qu'en 2020, vous aurez le droit à la suite de mes aventures, donc à la saison 3 à ON. Et les gars et les meufs, je pouvais pas vous quitter comme ça et pas vous faire un petit message. Donc voilà, je vous remercie mais vraiment énormément pour tous ceux qui ont suivi ma saison 2 avec ardeur et pour tous ceux aussi qui ont suivi cette saison 2 sporadiquement. J'espère vraiment du fond du cœur que ces épisodes vous ont plu malgré les formats qui ont un peu changé parce qu'au début j'ai fait des vidéos très longues et après j'ai essayé de faire des épisodes un petit peu plus courts, un peu plus condensés. Et franchement, avoir fini cette saison 2, ça marque quelque chose dans ma vie. C'est cool, je suis contente d'avoir réussi à faire ça et je vous remercie vraiment encore une fois d'avoir suivi ces aventures. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bon courage pour la suite de toutes vos aventures à vous. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne YouTube pour plein de nouvelles choses. Je vous fais des bisous sur vos 2 fesses et portez-vous bien. Franchement, je m'impressionne, je fais des face cam à Tokyo, c'est... voilà là. Je vous jure, vous allez devoir me payer un médecin après ça, parce que là, c'est terrible. Je fais de l'effort physique là pour toute la journée. Ah oui, c'est pire que pédaler 80 km par jour là. C'est du sport, hein, je peux vous dire. J'aime pas me faire juger comme ça. Heureusement, j'ai choisi un endroit où il n'y a pas de touristes, donc potentiellement personne ne comprend ce que je dis. Et au pire, bon, c'est que des petits vieux, donc ça va. Les gens sont à l'école, les gens sont au travail, donc c'est des petits vieux. J'aime bien les petits vieux, ça passe, tu vois. Genre, ils me jugent pas trop ou elles me jugent pas trop. Allez, on va faire comme si on s'en battait les couilles. Pitié, c'est dur. Et franchement, je suis en PLS, je sue tellement de stress, c'est horrible. Genre, vous imaginez même pas tout ce que je fais pour vous.
Genre vraiment, mais se montrer avec une caméra au bras, mais qui fait ça? C'est vraiment insupportable. Je suis en PLS. Je suis en PLS.